La vraie problématique, c'est qu'il y a des kinés, ça fait 10 ans, où ils ont des patients qui viennent 2-3 fois par semaine pour faire exactement la même séance depuis 10 ans. Ça existe vraiment, ça? Ça existe, c'est ce que j'appelle des rééducations à la carte. C'est-à-dire, le mec qui vient 20 ou 30 minutes, il sait qu'il va avoir 5 minutes d'électro, 10 minutes de massage, 5 minutes de chaud, mais en fait, ça fait 10 ans que le mec fait la même séance et ça va pas mieux. Toutes les personnes qui sont assez connues, notamment Major Mouvement, c'est vrai que c'est un exemple parfait, de personnes qui sont dans le domaine du médical, paramédical. J'ai l'impression que dès qu'ils font un peu soit de business ou soit de la création de contenu, j'ai l'impression qu'ils ont une image de personnes qui sont moins compétents dans leur domaine et qui sont là pour te vendre quelque chose derrière. Et vous, vous le ressentez déjà, ça? C'est les rageux, ouais. Et vous leur dites quoi, rageux? Quand quelque chose te fait peur, c'est plus facile de le critiquer plutôt que d'aller dans le sens où dépasser cette peur. Je critique absolument pas telle ou telle pratique, t'as tes raisons de le faire. Continue de faire ce que tu fais si ça te rend heureux, pas de problème. À partir de ça, la cause noble elle est bien plus forte qu'un petit commentaire ou quelque chose de dégradant sur Instagram ou un mec qui va rager un petit peu par rapport à ça. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui, je suis super content pour ce 28e épisode d'être pas non seulement avec un invité, mais deux invités, Mathias et Mathieu. Salut les gars, ça va? Salut Valentin. En pleine forme. En pleine forme. Donc là, on est dans un très beau studio à Dijon pour effectuer notre épisode de podcast. L'idée, c'est qu'on échange ensemble sur votre parcours, sur qui vous êtes et surtout sur votre vision sur une thématique bien particulière qui est la kinésithérapie moderne. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots, quelques phrases de manière individuelle, dire ce que vous faites et qui vous êtes? Eh bien, j'y vais. Moi, c'est Mathias, je suis kinésithérapeute à Dijon depuis maintenant plus de 10 ans. Je soigne essentiellement des gens qui ont des problématiques musculo-squelettiques, donc associées aux os, aux muscles et aux tendons. Je bosse avec Mathieu depuis plusieurs années. On va monter notre cabinet avec une kiné et une vision un petit peu, si je puis dire, nouvelle génération, où on va essayer de proposer plusieurs types de prise en charge, mais on en parlera un peu plus après, je pense. Et moi, c'est Mathieu, kiné à Dijon aussi, depuis 2017, diplômé de Dijon. Et je travaille donc dans le cabinet de Mathias. Moi, j'ai une prise en charge musculo-squelettique aussi. J'aime beaucoup aussi la traumatologie, beaucoup plus spécialisée dans le membre inférieur, parce que c'est mon dada, même un peu plus genou, cheville, on va dire. Et bien hâte, effectivement, là, d'ouvrir notre structure avec Mathias. C'est un peu le sujet, un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, et c'est un truc qui nous tient à cœur. Donc, ouais. Incroyable. Et est-ce que, pour contextualiser un petit peu, vous pouvez dire ce que là, donc vous êtes deux, et expliquer comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs aussi, et pourquoi, un petit peu pourquoi vous êtes là, et qu'est-ce qui vous a amené à vous rencontrer? Parce que c'est vrai que la petite particularité, c'est que vous pouvez être chacun de votre côté finalement dans votre propre cabinet. Mais qu'est-ce qui a fait un peu comment vous vous êtes rencontrés, et raconter un peu le début de l'histoire, parce que vous êtes aussi assez connu quand même sur les réseaux sociaux. Vous avez construit une belle communauté quand même autour de la kinésithérapie et de votre vision. Tu pouvais donner un petit peu de contexte justement aussi vis-à-vis de ça. Je raconte la vraie histoire. Ah oui, tu peux. Hein. Est-ce qu'il y a une vraie et une fausse histoire? Non, Il y a l'histoire fausse. officieuse Non, et officielle. Il y a l'histoire qu'on raconte quand on nous la demande, mais c'est vrai qu'après, là, dans le cadre un peu plus, on va être écouté. On peut pas tout dire, peut-être. Ouais. Mais bon, là, on dira tout. Ok. Non, moi, la première fois que j'ai vu Mathias, c'était donc au week-end d'intégration quand je suis arrivé en kiné. Lui était déjà diplômé. Ok. Et la première fois que je l'ai vu, il était déguisé en Père Noël, donc un cochon, mais Père Noël. Et il était en train de se rouler par terre, il faisait des roulades. Donc voilà, moi, c'est la première image que j'ai de Mathias. Après, peut-être, toi, tu peux dire la première image que tu as de moi. Je sais pas si tu te souviens. Du coup, moi j'étais en pleine forme, mais non, je pense qu'on s'est rencontrés dans un cadre festif parce qu'on faisait beaucoup la fête quand on était en kiné. Je pense que ça a développé aussi des belles compétences sociales, donc mine de rien, j'ai pas envie de dire que ça a servi à rien tout ça, et je pense que ça a aussi défini nos personnalités. Et non, après c'était... Et on s'est retrouvés à la Réunion après. Oui, on s'est retrouvés à la Réunion. Et après, moi quand je suis rentré de la Réunion, directement, je pense que j'ai voulu bosser dans le cab où vous étiez. Et puis ça a matché tout de suite, très fort, mon petit rayon de soleil. Et puis on arrivait, chaque journée était superbe, quand on se croisait au cap, c'était vraiment cool. Puis même vision, même désir de toujours s'améliorer et de trouver des solutions pour nous et aussi surtout les patients. Et en vrai, ça a commencé à créer quelque chose d'assez sympathique. Je pense qu'on a ramené aussi notre petite touche d'humour aussi, ce qui crée un peu notre complicité. Et je pense qu'on est fou et sérieux à la fois. C'est-à-dire que quand il faut être fou, on est fou, mais quand il faut être sérieux, on est sérieux. Et je pense que c'est ce qui fait notre image et notre égide, si je puis dire. Ok.
Et c'est quoi justement, vous, qui vous a un peu rassemblé finalement? Parce que peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'il existe des kinés qui ont une vision particulière de la kinésithérapie, peut-être que vous en avez une commune. C'est quoi un peu vraiment les principaux éléments qui ont fait que ça a bien marché au-delà de l'aspect simplement humain, mais aussi sur la vision peut-être que vous aviez de votre métier? De la kiné. Difficile à dire. Je dirais que c'est quand même le fait quand même de vouloir réellement aider nos patients et qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Donc aussi bien en termes de bilan, de compétences, c'est-à-dire nous, cette volonté de se former en permanence pour augmenter nos compétences et pouvoir délivrer la meilleure prise en charge possible à nos patients. Après ça, il y a énormément de kinés quand même qui ont cette volonté-là. Et après, nous, il y avait quand même cette fibre entrepreneuriale aussi, je pense, l'envie de construire quelque chose, de faire à notre popote aussi. Donc c'est pour ça que là, on a ce projet cabinet. C'est pour ça aussi qu'on s'est lancé sur les réseaux. On pense on a un peu notre façon de faire. On ne dit pas que c'est la meilleure, mais on a envie de la partager et puis ça inspire certains. Des gens nous disent merci, trop cool. D'autres critiquent, c'est nul, mais voilà, au moins ça crée de l'échange et ça permet à certaines personnes des fois de se remettre en question sur leur pratique et ça c'est plutôt cool. Ok, hyper intéressant. Je pense que la vision qu'on veut amener, c'est celle qu'on peut sortir les gens du parcours de soins. En proposant vraiment des soins de qualité qui permettent aux gens de ne plus venir chez nous. Notre objectif, c'est vraiment de les autonomiser au maximum, de créer une collaboration et d'arriver à créer un plan qui les mène vraiment vers la guérison la plus complète possible, quand c'est possible en tout cas. Okay. Et, aussi bien physique que mental. Ouais, maintenant on crée des vraies collaborations, des vrais échanges dans les rééducations. C'est ça qui a bien évolué, je trouve, et je pense qu'on va essayer de partager ça, puis peut-être aussi montrer aux patients que c'est possible et qu'une douleur c'est quelque chose qui n'est pas forcément normal et qu'on peut s'en débarrasser si on fait les choses bien et qu'on cadre bien en tout cas le processus. Ok, hyper intéressant. On y reviendra d'ailleurs aussi sur l'aspect réseaux sociaux un peu juste après, qui justement est un peu l'extension de tout ça, de ce que vous venez de décrire. J'aime bien toujours commencer l'entretien par une question. Donc il y en a 3, vous avez peut-être vu, je ne sais pas si vous vous en rappelez, que je vais vous poser à tous les 2, du coup vous pourrez répondre individuellement. Quelle est la chose que vous pensez vraie, mais que 99% des gens autour de vous, dans votre entourage proche, aussi bien pro que perso, pensent totalement fausse? Moi je dirais que c'est la pensée qu'il y a des petites entorses. C'est-à-dire que vu que c'est mon domaine de compétence, j'entends encore trop souvent dire je me suis fait une petite entorse. Et en fait, les études montrent, et puis l'expérience montre également que finalement, même cette petite entorse, juste la cheville un peu tournée, ça peut quand même déjà créer des mécanismes où on va fragiliser cette cheville, on va fragiliser le corps, la connexion entre le cerveau et la cheville. Okay. Et tout ça peut ensuite amener à faire des traumatismes beaucoup plus importants, voire à devenir instable chronique. Et ça, c'est vraiment quelque chose encore une vision qui est trop véhiculée par les patients, par les kinés, mais aussi par les médecins. Ok, donc le fait que il y a une petite entorse reste une entorse. Reste une entorse et il faut la prendre en charge correctement, justement pendant que ça reste, que c'est assez léger et que ça ne devienne pas quelque chose de plus grave. Ok, ouais, c'est vrai qu'on entend quand même pas mal parler. Ouais, c'est vrai que quand le médecin, quand tu vas à l'infirmerie au collège ou au lycée, il dit c'est pas grave, c'est une petite entorse et tout, alors que ça a peut-être un impact derrière où justement à chaque fois t'as la cheville qui vrille au moindre impact, au moindre appui. Ok. Et toi, Mathias? Moi je dirais que le sport n'est pas mauvais pour les articulations, bien au contraire. Et souvent c'est un peu ce qui est prôné. On va dire que pour 90 patients, des patients que je reçois, et qui sont quand même beaucoup des crossfitters, qui est un peu mon champ de spécialité, la première chose qu'on leur dit quand ils sont blessés, c'est arrêtez votre sport. Et je pense que c'est une énorme connerie. Ok. Donc, et pourquoi tu penses du coup que... Parce qu'en fait le problème c'est pas forcément le sport, et en fait c'est la dose qui fait le poison. Et donc au final, si la dose est la problématique, ça sera la dose aussi la solution. Et souvent en fait on va se dire que en fait on va tout arrêter, et ce qui va proposer, emmener tout l'inverse au final. Une sorte de surdosage, et quand tu es en train de, par exemple pour un crossfitter où c'est trop grosse charge sûrement, et à l'inverse quand il arrête, du coup il plus de dose du tout, et en fait l'écart type entre les deux est beaucoup trop élevé, si je comprends bien. C'est la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que on a tendance à dire aux gens d'arrêter de faire leur sport dès qu'ils sont un petit peu blessés et que c'est quelque chose qui va les abîmer, alors qu'en fait c'est juste un problème de dosage. Et souvent ça emmène plein de gens à arrêter de faire ce qu'ils aiment,
Et ça, c'est bien dommage. Donc moi, je trouve que je me bats beaucoup contre ça aujourd'hui. Et ça, c'est une vision qui est un peu, enfin, qui est promue par des médecins, enfin, qui est promue par qui, en fait, finalement, ça vient d'où un peu tout ça? Même le fait, la petite entorse, finalement, ça vient, ça se regroupe finalement un peu peut-être dans une certaine vision traditionnelle qu'on a peut-être de traiter justement les problématiques. Je pense que c'est la vision physiologique, c'est-à-dire un tissu, par exemple un ligament, on sait qu'il faut 6 semaines pour qu'il se remette, un os, il faut 6 semaines pour qu'il se remette, un muscle, ça peut être un peu moins, un peu plus, Ok. ça dépend. Donc souvent les médecins ils se disent, bon bah, c'est le tissu qui est atteint, il faut laisser le temps de repos pour qu'il se remette, et puis après repart. Sauf que le tissu est lésé, certes, il se répare, mais en fait, le corps a créé ce qu'on appelle des neurosignatures, donc notre cerveau et notre corps va s'adapter pour éviter d'avoir mal, faire inhiber certains muscles, activer plus certains muscles pour protéger la zone, continuer à marcher, en fait, à faire notre vie de tous les jours. Et donc ça crée des compensations. Ça peut créer des compensations et ça peut entraîner ensuite d'autres problématiques, d'autres pathologies. Une qui revient beaucoup, par exemple, au niveau de la cheville, c'est après une entorse, on manque beaucoup d'amplitude au niveau de la cheville. Et le fait de manquer d'amplitude au niveau de la cheville peut entraîner ensuite beaucoup d'autres complications au niveau des genoux, au niveau des hanches également. Ok. Le fait que ça vienne compenser derrière. Exactement. Voilà. Ok. Si la cheville ne peut pas prendre sa part du boulot, Ok. forcément, faut que ça vienne ailleurs. D'accord. Ok. Je pense aussi qu'il y a aussi un gros problème de croyance implantée du coup. C'est-à-dire que si de base on te dit ne bouge plus, le mouvement n'est pas bon pour toi, et que c'est forcément quelqu'un, on va dire du corps médical qui te le dit, on va dire que tu vas y croire fortement parce que tu fais confiance au corps médical. Et le problème derrière, c'est que ça va emmener toutes ces problématiques que Mathieu a évoquées. Et donc il y a un double travail à faire, c'est remettre le tissu en contrainte, mais aussi travailler les croyances de la personne qui croit que le mouvement ne va pas être bon pour elle. Et donc c'est là en fait que le problème réside, c'est que je pense qu'il y a un gros travail d'éducation et il y a encore trop de gens du coup qui pensent que le mouvement c'est mauvais. En fait, ouais, finalement, j'ai envie de dire, je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que ce serait pas finalement même le plus important, les croyances justement et l'état d'esprit lié à ça, en fait? Parce que finalement, le physique, c'est ce qui se traduit de ce qu'on pense et de ce qu'on nous dit et de ce qu'on nous évoque. Mais c'est vrai que, en plus, ce qui est marrant, et je pense que vous, dans votre métier, vous avez dû sûrement le voir, mais à l'époque, les médecins justement étaient vus un peu comme des sorciers, comme des gens en qui on pouvait pas forcément avoir confiance, parce que et je parle de ça genre au Moyen-Âge et même encore après. Et maintenant, justement, un peu ce truc de dire, ça y est, si c'est un médecin qui le dit, ou si c'est quelqu'un du corps médical, il faut absolument le croire, parce que c'est un expert. Mais alors que finalement, il a peut-être pas la même expertise que vous, il a pas la même vision des choses, et c'est peut-être plus une question d'état d'esprit et de croyance que... Et de pratique aussi, parce qu'un médecin qui ne fait pas de sport, on va dire, peut-être n'a pas la connaissance, ne sait pas, au final, nous, avec les crossfitters, par exemple, les médecins qui ne font pas de crossfit, ils entendent un patient qui vient pour dire « j'ai mal à l'épaule ». De toute façon, il a vu plein de patients qui avaient mal à l'épaule qui faisaient du crossfit, il dit « de toute façon, quand tu fais du crossfit, tu as tout le temps mal à l'épaule, je vous arrête ». Alors qu'il ne sait même pas les adaptations qui peuvent être faites. Finalement, tu as mal à l'épaule, mais tu peux squatter, tu peux faire d'autres choses. C'est peut-être ça que tu vas arrêter cette activité-là ou on va la modifier. Je pense que c'est un manque en fait de connaissances et par peur d'aggraver, parce qu'au final, c'est un peu ça le corps médical. C'est en premier, il ne faut pas nuire. Donc, pour être sûr de ne pas nuire, on arrête tout pour un moment et puis tu reprendras plus tard. Ouais, je pense qu'au final, c'est pas du tout critique ce qu'on veut dire, ou c'est un manque de conscience, je pense, encore du corps médical qui ne sait pas encore ce qui se fait pour pouvoir en fait aider ces gens-là. Donc, par facilité et sécurité, c'est vrai que c'est plus simple de dire à la personne d'arrêter pour qu'elle évite de continuer de se blesser. Du coup, ça reste logique. Mais nous, dans notre prisme, on a une logique qui est différente. Et je pense qu'on est là aujourd'hui, c'est pour apporter plutôt cette logique qui permet aux gens de se soigner. C'est vrai. Je pense qu'on a aussi cette vision de... avant que les gens, on va dire, se réparent avec le repos, nous, on essaye de faire en sorte que les gens soient performants. Alors, quand je dis performant, ça peut être aussi bien au niveau physique que psychologique. Voilà, on ne soigne pas que des athlètes. C'est un ensemble, mais quand on pense performant, c'est qu'il soit capable de faire ce qu'il a envie de faire. Et le fait de mettre au repos, finalement, des fois, ça les dessert plus qu'autre chose. Donc, je pense qu'il faut aussi, de la part de l'ensemble du corps médical, des fois, de se tenir au courant, ou en tout cas essayer de comprendre l'activité et comprendre les objectifs, les attentes du patient pour éviter de mettre quelqu'un au repos alors qu'il faudrait peut-être faire totalement l'inverse, notamment chez les patients chroniques où ils avaient peut-être repris à courir 2-3 fois.
Au final, le médecin, il se blesse parce que voilà, il courait pas avant. Le médecin dit bon bah faut arrêter de courir. Tu vois, alors qu'au final, dans la démarche, ces patients-là, si c'était sur le long terme, c'était beaucoup plus positif pour eux de continuer à courir, même avec une petite douleur, peut-être que de s'arrêter. Ok, hyper intéressant, hyper concret. Je vous présente rapidement le petit concept de l'épisode. Donc on a 6 sujets, vous en avez vu 3. Je sais pas si vous vous en rappelez d'ailleurs, les 3 premiers. Et il y en a 3 autres surprises. L'idée c'est qu'à chaque fois en plus, donc on est 3, vous choisissiez un sujet en me donnant un numéro entre 1 et 6, puis à chaque fois on échange et c'est moi qui vous le donne, après c'est vous. Et l'idée c'est qu'on échange dessus. Qui veut commencer? Qui veut se lancer? T'as un chiffre entre 1 et 6. 2. C'est quoi un kiné en 2025 vs un kiné il y a 20-30 ans? Vaste sujet. Tu veux répondre? Non, vas-y, tu peux commencer. Ok. C'est quoi un kiné en 2025? Nous, on arrive en fait à un niveau de conscience. Ça va être quoi la kiné de demain, j'ai l'impression. Là, on est vraiment en train de se digitaliser. Donc, grossièrement, il y a plusieurs types de prise en charge qui est en train d'exister et de se former. Classiquement, je vais revenir déjà sur comment ça se passait auparavant. Avant, c'était vraiment des prises en charge présentielles. Donc, il y a 20-30 ans, tu allais chez le kiné, il te faisait bouger, c'était vraiment de la gymnastique médicale et vraiment, je pense que ça se passait vraiment comme ça, on faisait bouger les jambes pour justement, il y avait vraiment beaucoup de mouvements qui étaient amenés. Est arrivé, je pense, avec le temps, l'ère du matériel. Et par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple concret, l'électrothérapie, les ultrasons, et en fait qui sont venus soulager le thérapeute en lui permettant de soigner plus de gens avec des possibilités matérielles pour déléguer un petit peu ses compétences. Je pense que ça partait d'une bonne intention à la base, sauf que on s'est rendu compte que maintenant on a une kiné qui est plutôt basée sur la science, que ces outils en fait sont peu efficients voire peu efficaces pour vraiment soigner une personne. Ça va simplement apporter des soulagements de symptômes vraiment, mais qui seront temporaires et qui vont pas durer très longtemps. Et le problème c'est que il y a encore beaucoup de kinés qui ont conservé cette pratique-là. Où la problématique qu'on a, c'est que nous, on est payé, par exemple, on a une tarification à l'acte. D'accord. Et en gros, que tu vois un mec ou 8 en même temps, et ben en fait, tu vas être payé de 1 à 8 fois plus si tu vois une personne à 8. Donc du coup, il va y avoir deux types de kinés. Donc il va y avoir le premier kiné qui va prendre un patient à la demi-heure, et le kiné qui va en prendre 7 à 8, et du coup, qui va avoir beaucoup plus de poules de patients, et j'appelle ça un peu l'usinage. Donc... Maintenant, c'est quoi le kiné avant et le kiné aujourd'hui? Il y a encore ces deux types de kinés qui sont là. Et aujourd'hui, on a vraiment cette capacité à faire des bilans et déterminer un petit peu vraiment ce que la personne est là et pouvoir donner un traitement qui va lui être adéquat. Imagine, t'arrives, t'as mal au ventre. Je te file un médicament qui ne correspond pas du tout à ton symptôme. Ça va être très important déjà de savoir ce que tu as pour te donner et prescrire le bon traitement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant à savoir, c'est vraiment qu'on doit se focaliser sur qu'est-ce qu'elle a la personne, quel est son contexte, et vraiment lui donner une prescription d'exercice qui va répondre à ses besoins et ses attentes. Et donc on est encore dans cette dichotomie où je pense que c'est un métier qui est en pleine évolution, et le métier a énormément évolué, et maintenant on a vraiment des cabinets qui sont en train de se transformer en vraies salles de sport, où on a compris en fait que le mouvement permettait de soigner les gens. Et du coup, on a des gens qui sont de plus en plus sportifs et demandeurs aussi. Je prends nous par exemple l'exemple, on a des gens qui vont poser des 200 en squat. C'est sûr, si tu n'as pas de matériel au cabinet, ça va être compliqué pour soigner ces gens-là. Et donc voilà, on a vraiment ces deux types de kinés. Je ne sais pas si j'étais clair en tout cas dans ma réponse. Mais on a quand même beaucoup de panels de praticiens et de manières de répondre en tout cas dans notre métier. Si tu devais un peu résumer... C'est quoi la principale différence? Je pense que tu l'as un peu dit au début, mais là où les grosses différences entre un kiné il y a 20-30 ans et un kiné aujourd'hui, c'est sur la pratique, sur le matériel, c'est quoi vraiment les grosses différences marquantes Je pense sur la précision de vraiment savoir ce qu'on fait maintenant. Avant, je pense qu'on faisait bouger les gens de manière hasardeuse. On ne savait pas trop pourquoi. Si on les faisait bouger. Ok. Et aujourd'hui, on a vraiment cette qualité de diagnostic pour savoir qu'est-ce qu'on a, pouvoir proposer le bon traitement et vraiment proposer un vrai plan de traitement pour pouvoir en fait sortir la personne du parcours de soins. Mais après, il y a encore une autre problématique, c'est que tu as ces kinés qui bossent comme ça et ces kinés qui bossent encore comme avant. Ouais.
Et ça, c'est le problème que je peux avoir. Sans être ou manquer de confraternalité, il y a encore pas mal de kinés qui, du coup, par le fait d'un système qui ne récompense pas les gens, sont allés en fait vers ce modèle où je vois plus de monde pour que je m'y retrouve financièrement. Parce que sinon, c'est pas possible en fait. Et c'est là que le système pose des problèmes. Et donc, on en est là aujourd'hui. C'est encore un peu en évolution, mais il y a quand même une certaine dichotomie entre des kinés qui bossent avec beaucoup de monde et d'autres qui sont un petit peu plus, je vais pas dire consciencieux, mais qui cherchent vraiment à avoir du résultat, en tout cas avec leurs patients. Très clair. Je dirais aussi en termes de différence, il y a quand même une part de spécialisation de plus en plus. C'est-à-dire que D'accord. le kiné d'il y a 30 ans, c'était comme le médecin il y a 30 ans, c'était des médecins, des kinés généralistes. Et il fallait aussi bien faire de la neuro que du musculo-squelettique, que de la traumato, que de la pédia. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des kinés qui se spécialisent de plus en plus, un peu comme nous on peut le faire dans notre domaine, mais que ce soit en pédiatrie, en vestibulaire. Et le fait de se spécialiser, ça augmente nos compétences. Mais malheureusement, le fait d'augmenter nos compétences, on n'est pas forcément mieux rémunéré aussi en tant que kiné actuellement. C'est-à-dire que nous, je peux avoir fait pris en charge 100 genoux dans mon année, 100 patients avec des problèmes de genoux. Celui à côté va en avoir vu 2. Et ben, c'est pas parce que je suis plus compétent, parce que j'en ai vu plus, que je vais pouvoir facturer davantage. Donc, le problème actuellement, c'est que les kinés aujourd'hui qui veulent bien travailler, ou qui ont en tout cas cette volonté d'être avec leur patient, un patient par demi-heure, et de travailler en fonction des objectifs et des attentes du patient, et d'essayer d'obtenir des résultats et non pas de donner une obligation de résultat et pas une obligation de moyens. Tu vois, là, avant, fallait juste fallait avoir un kiné et il fallait juste prendre les gens. On peut pas les refuser parce qu'il faut répondre à la demande. Maintenant, on est plus dans une obligation. Enfin, nous, en tout cas, on aime bien avoir une obligation de résultat. Et si tu n'es pas compétent, le patient il va aller voir ailleurs quelqu'un de plus compétent que toi. C'est ça les sportifs. Les sportifs, ils consomment du soin. Donc ils veulent du résultat, contrairement où parfois du monsieur même tout le monde veut juste qu'on s'occupe d'eux. Et donc le fait de se spécialiser, ça va donner plus de force, je pense, à la profession dans les années à venir, où on va pouvoir, un peu comme un dermato, un rhumato, peut-être aussi augmenter encore un peu plus le niveau, augmenter aussi les tarifications, donc donner envie aux kinés de se spécialiser, et ainsi de suite, et tirer tout ça vers le haut. Je pense que c'est en train de se faire, mais ça prend du temps. Et une autre différence qu'on a aussi avec les kinés d'il y a 30 ans, c'est que maintenant, en école de kiné, on apprend aux jeunes diplômés à trier, à faire du triage, et c'est une compétence qui normalement est réservée aux médecins, c'est-à-dire d'être capable de dire ce patient-là, il est pour moi, ce patient-là, non, il faut le réorienter. Et ça, on commence à le voir notamment pour la cheville, pour les lombaires, où les kinés ont la première intention, c'est encore en développement, t'es pas obligé d'aller chez ton médecin avant, tu peux directement aller chez le kiné. Et ça, c'est intéressant parce que vu qu'ils viennent tout de suite, ça oblige le kiné à se dire, ok, il a mal au dos, mais faut que j'arrive à détecter si c'est un truc grave et s'il y a besoin d'aller faire une radio, s'il y a besoin d'emmener au CHU, tu vois. Donc ça met plus de pression, plus de responsabilité. Et du coup, normalement, si on a plus de responsabilité, l'idée c'est que ça tire aussi le profession vers le haut, les rémunérations, etc. Nous, on lutte vraiment contre les kinés qui en prennent beaucoup à la fois, parce qu'on pense que si tu veux bien prendre en charge ton patient, mine de rien, d'être avec lui, des fois, même juste pour discuter, échanger, c'est quand même important, et pour vraiment l'amener vers son objectif ou ses attentes, en fonction de tes compétences aussi, et de tes appétences en kiné. Vous avez un code déontologique ou pas Bien sûr. En kinésithérapie? Oui, si, vous avez un code déontologique. Ouais. Et justement, le fait de prendre 8-10 patients à la fois, c'est peut-être pas forcément... Je pense que je vais te dire un truc, pour l'État aujourd'hui, les kinés, on est du soin de confort. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens, je pense, qui travaillent comme ça et qui ne cherchent peut-être pas à avoir du résultat concret, que du coup, la kiné, de manière générale, en fait, elle a cette image-là. Et donc, pourquoi nous revaloriser alors qu'on est du soin de confort? Et c'est ça le problème. Je pense qu'il y a beaucoup de kinés qui sont bien consciencieux et qui essayent en tout cas de changer les choses et d'amener quelque chose avec plus de résultats et qui est centré sur le patient. Mais le problème, c'est que pour pouvoir créer un résultat, il faut déjà écouter le patient, et je ne suis pas certain qu'en prenant 5-6 patients à la fois, tu aies le temps vraiment d'écouter les gens.
Rajouter quelque chose, ouais. J'allais rebondir, mais j'ai pas senti. Non, j'avais un truc en tête et je l'ai perdu. Non, oui, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, en fait, la vraie problématique, c'est qu'il y a des kinés, ça fait 10 ans où ils ont des patients qui viennent 2-3 fois par semaine pour faire exactement la même séance depuis 10 ans. Et c'est ça existe vraiment, ça. Ça existe. C'est ce que j'appelle des rééducations à la carte. C'est-à-dire, le mec qui vient 20 ou 30 minutes, il sait qu'il va avoir 5 minutes d'électro, 10 minutes de massage, 5 minutes de chaud, ou alors voilà, il va faire un petit peu d'exercice, un petit peu, il veut le mettre sur un truc instable, il va le faire bouger. Mais en fait, ça fait 10 ans que le mec fait la même séance et ça va pas mieux. Mais après, peut-être que ce patient-là, encore une fois, on reparle des croyances. Dans tous les cas, soit c'est le kiné, soit c'est le médecin, soit c'est lui aussi ce qu'il pense. Il est persuadé que dans tous les cas, vu ce qu'il a, il ira pas mieux. Donc vu qu'il ira pas mieux, c'est normal qu'il fasse toute sa vie de la kiné. Autant qu'on chercher du soulagement et puis en fait il vient prendre un shoot où pendant 1 ou 2 jours il va avoir moins mal et du coup ça lui apporte du confort. Ok, ouais, c'est quand même sacrément spécial. Je pense que c'est encore la kiné encore a évolué énormément, mais a encore besoin de beaucoup évoluer. Ouais, elle est peut-être au début finalement de. Je pense qu'on est au début et il y a vraiment un gros clivage, je trouve, entre les gens qui ont perdu le courage. En fait, ça donne pas envie de s'investir dans notre profession tellement c'est. Ouais, quand vous commencez peut-être, finalement, même dans les jeunes diplômés ou les étudiants se disent en fait, ils voient tout de suite en fait peut-être le problème finalement cette problématique-là. Alors, il est grand. Hein. Il la voit et en même temps il y a ce problème de la rémunération en kiné qui est que en tout cas moi quand j'étais en études, ma famille me disait bon si t'es kiné ça va, tu vas être bien, tu vas rouler sur l'or. La vérité elle est pas là. La vérité c'est que si tu prends un patient par demi-heure et que tu bosses 40 heures, en fait t'es à 2002 2003, tu vois. Donc du coup tu roules pas sur l'or. Sachant que la vie au vu de comment la vie évolue 2002 2003 maintenant vs il y a 10-15 ans, c'est pas la même chose quoi. Surtout qu'il y a 10-15 ans en fait, les kinés ils gagnaient pas 2002 2003, ils gagnaient vraiment plus parce que ils prenaient, il y avait vraiment cette philosophie beaucoup plus de prendre plus de patients pour répondre à la demande. Mais faut te dire que en 20 ans ou 30 ans, je crois que les kinés on est passé de 30 000, là on est plus de 100 000 kinés. Ah ouais. Donc en fait, normalement, techniquement, le nombre de patients par kiné a dû se répartir, sauf qu'il y a des cabinets qui continuent à travailler. En fait, il y a des gros écarts quand même. De salarial, en kiné, bien sûr. D'ailleurs, c'est une très bonne transition vers un sujet que j'avais préparé, qui est le 4e. Est-ce que pour vous, le business et la kinésithérapie, c'est compatible dans le sens où est-ce que aujourd'hui un kiné peut très bien gagner sa vie tout en ayant une qualité de soins et d'accompagnement qui soit la meilleure possible, tout en maximisant, enfin c'est pas maximisant, mais tout en optimisant finalement sa rémunération. Moi je te dirais oui du coup. Parce que justement, j'arrive un peu dans cette kiné nouvelle génération où nous on s'est formé justement à se digitaliser, on s'est formé en fait à créer un bon hamburger, j'ai envie de dire, d'apprendre à le vendre et surtout en fait de créer des side business qui nous permettent en fait d'améliorer nos conditions de travail, d'améliorer la qualité de ce qu'on propose, mais aussi la valorisation en fait de celle-ci. Voilà, c'est et donc ça, on a beaucoup bossé, je vais les citer, avec Training Therapy, donc, qui vraiment eux ont été précurseurs dans le fait de digitaliser la kinésithérapie en fait pour que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que moi aujourd'hui mes consultations elles durent 1 heure. Et c'est-à-dire que j'ai beaucoup de temps en fait pour le patient, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir sur sa problématique et vraiment lui proposer un plan concret. Alors que dans une kiné conventionnée classique, où tu as 1 demi-heure, c'est déjà 1 demi-heure, certes, mais tu n'as pas assez de temps. Donc du coup, c'est très vite limitant. On est obligé de trouver des solutions, et ces solutions, en tout cas, on les a trouvées par le fait on est obligé de s'entrepreneurialiser. Et je trouve que cette vision entrepreneuriale, elle a apporté énormément en fait à la kinésithérapie, et je pense que c'est ça qui est en train d'arriver. Le kiné de demain, il va être capable de faire de la kiné présentielle pour les gens qui en ont besoin, qui ont besoin vraiment d'être accompagnés. Pour les gens qui ont un petit peu moins de temps, ils vont être capables de faire de la kiné qui s'appelle hybride, c'est-à-dire que je fais un bilan au cabinet et tout le suivi se fait à distance et la personne en fait peut avoir un programme d'exercice à la maison. Une programmation, comme qui un colle à coach. ses besoins matériels. Ouais, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Okay. Après, il y a aussi le full distanciel qui se développe énormément, c'est-à-dire que toi, tu es aux États-Unis et moi je suis en France, je peux te faire un bilan à distance et puis de par ce bilan en fait qui est précis, qui permet en fait de
reconnaître quelles sont tes problématiques qui sont personnelles et propres à toi, de te créer un plan individualisé qui va te permettre de guérir en fonction du temps que tu vas donner. Et du coup, tu fais gagner du temps à tout le monde. C'est-à-dire que pour un même résultat, eh ben, je prends une prise en charge classique cabinet qui va te prendre, je sais pas, peut-être 10-12 heures par mois pour le patient avec les trajets, le temps qu'il va venir au cabinet. Et ben maintenant, grâce au digital, en 3 heures, tu as le même résultat. C'est-à-dire que le patient il va être présent 3 heures au cabinet et tu vas lui faire économiser tout ce temps à côté pour qu'il ne vienne pas au cabinet. Donc ça revalorise finalement à la fois le monde y temps gagne. que le patient va, Ouais. tout le monde y gagne en fait. Tout le monde y gagne. Et c'est ça qui est trop bien avec le fait de se digitaliser, c'est que ça peut faire peur au premier abord, ça ne va pas convenir à tout le monde, mais c'est juste que tu vas créer une offre de soins qui va convenir à certaines personnes. Et nous, comme ça, on se diversifie et on n'est plus uniquement cantonné dans nos cabinets à faire que du présentiel, où c'est énormément dépendant temporellement. Et aujourd'hui, j'ai un même pool de patients, mais pour une présence et une dépendance temporelle du cabinet qui est 70% moins inférieure du coup. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on se dit que peut-être de se former pour mieux soigner les gens, ça va désengorger les cabinets parce qu'on va sortir les gens du parcours et du système de soins. Et c'est là, en fait, du coup, je reviens sur ton sujet de tout à l'heure, de la kiné avant, de la kiné aujourd'hui. Pour moi, c'est ça qui va se passer bientôt. Et justement, on a tout intérêt à investir un petit peu dans ça parce que ça devient très intéressant pour les patients, parce qu'on les sort du système de soins, et pour nous. Et il y a beaucoup de kinés justement qui commencent à aller dans cette direction-là, où vous êtes un peu au début du truc. Comment vous le voyez, vous le sentez justement ? Je pense qu'on reste au début, mais effectivement, c'est quelque chose trop peu. qui se développe, en plus qui donne envie parce que aux kinés, notamment aux jeunes kinés, encore une fois, par un souci aussi de valorisation de notre travail, de rémunération, c'est que certes, on digitalise, c'est qu'on peut aussi fixer le prix des séances qu'on veut. Donc c'est imputé la plupart du temps aux patients, mais les patients, souvent, au final, ils se sentent gagnants parce que on répond à leurs attentes, Ils sont soignés. Ils sont soignés, ils ont des objectifs, on les atteint. Là où des fois ils sont dans des cabinets, encore une fois, des fois depuis plusieurs mois, années, sans résultat. Et voilà, avec un bilan, encore une fois, l'importance de faire un bon bilan, de trier pour se dire, ok, là c'est pour nous, là on peut travailler ensemble, mais on va travailler aussi avec une diète, on va travailler avec une psychothérapeute. Voilà, c'est d'être cette capacité de peut-être double casquette des fois, ou en tout cas de compétences de bilan, de savoir quel tissu fait mal, si c'est nerveux, si c'est musculaire, si c'est ligamentaire, et ensuite de savoir, de prendre des marqueurs. Ok, au final tes douleurs, tu as ça en déficit articulaire, ça en déficit musculaire, peut-être qu'il y a un problème nerveux, donc au final d'être capable d'évaluer tout ça pour ensuite dire écoute, c'est très simple, là pendant un mois on va faire ça, normalement le résultat attendu c'est ça, dans un mois on réévalue, si t'es comme ça on va pouvoir partir sur ça, si ça n'a pas fonctionné, il y a de fortes chances que ça soit ça en fait. C'est vraiment cette capacité à évaluer et ensuite proposer la meilleure recette possible à ton patient plutôt que de lui filer tout le temps le même hot dog, tu vois. Exactement. Je peux rebondir un peu sur ce que tu dis ? Non. Très bien. On sent la cohésion et on sent l'ambiance qui est... Et là, pareil, je reviens sur le kiné d'aujourd'hui maintenant. Le mec, il répond à une question en une demi-heure, mais c'est pas grave. C'était le fil rouge. Aujourd'hui, les kinés, on s'est vachement formé sur... je trouve qu'on était très bon pour diagnostiquer, modifier les symptômes de ton patient. Mais là, on n'était pas bon, c'était sur la prescription d'exercice. C'était savoir comment amener un patient à bouger, quelle charge mettre, et tout, etc. La recette, finalement. C'est ça. Et au final, je me suis rendu compte que ce qui amène ton patient au cabinet, c'est que son tissu n'est plus performant. C'est-à-dire qu'il n'est plus en capacité de recevoir une tâche. Et là, en fait, c'est là que la prépa physique est intéressante. Okay. Parce que le prépa physique, lui, il sait très bien développer une qualité, tu vois, d'un tissu. D'accord. Il sait très bien développer une performance d'un tissu. Et donc maintenant, les kinés, on a vraiment cette double casquette où on a beaucoup appris de la prépa physique qui sait exactement rendre un tissu non performant performant et de savoir le planifier de A à Z. Donc c'est ça qui est trop bien aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que tu sais bilanter, diagnostiquer, moduler le symptôme de ton patient et lui proposer une prescription d'exercice qui va être exactement correspondante et parfaitement dosée par rapport au problème de la personne et surtout temporalisée. Donc aujourd'hui, par exemple, tu viens me voir au cabinet, tu as une problématique, je suis capable de te dire, ok, tu as ça, en tant de temps, normalement c'est bon. Donc du coup, tu crées un périmètre du projet, et en fait c'est super bien pour démontrer une certaine expertise, parce que
le PPL, et je peux te dire, j'en vois toute la journée, des gens qui arrivent qui te disent, bah, ok, j'ai fait 7 ans de kiné, des machins, des trucs, etc. Et tu es capable de lui dire, bah écoute, en 4 mois, normalement, c'est bon. Ok, bon, après, il faut faire le taf, hein, Ouais, on bien est sûr, d'accord. faut quand Mais même. c'est hyper intéressant, en fait. Et c'est là, en Ok. fait, qu'on a un vrai impact sur la santé des gens et qu'on a le pouvoir et la mesure de le sortir de ce système de soins. Par contre, ça nécessite quoi? Bah, d'apprendre, de se remettre en question. Ça, c'est coûteux. Mais derrière, par contre, tu trouves une vraie qualité de soins et c'est une régalade d'aujourd'hui. Je reprends ma pratique d'aujourd'hui versus ma pratique d'avant, mais jamais j'y reviendrai. Parce qu'aujourd'hui, je me régale en fait. Et Ça n'a rien à ça voir. revalorise l'ensemble en fait de tout le système entre les Exactement. compétences en fait Tout le monde est tout le gagnant. monde est gagnant en fait. Ouais. Tout le monde est gagnant. Les patients, nous, tout le monde s'y retrouve. Et en fait, c'est Même le la but, Sécu. finalement, oui. Ouais. Même la Sécu. Parce que quand tu sors un patient qui va en kiné depuis 5, 6, 7 ans, peut-être un peu plus, On se rend pas compte, je pense, de combien ça les doit dépenses coûter, sont mais monumentales. j'ose monumentales. même pas imaginer. Et c'est là qu'on va te parler de l'inconvénient peut-être de payer un peu plus pour la qualité d'un soin qui sera supérieur, peut-être, alors que le mec, il a passé quand même des années à dépenser l'argent des caisses de l'État Ouais. pour pas de résultat. Et continuer à y aller, machin et tout. Et Ouais, continuer à aller. Parce c'est que fou, hein. c'est une histoire de croyance implantée. Et on revient au truc du début, là. Le mouvement, c'est ce qui va te soigner, en fait. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on prône en France? Tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on est encore trop dans une médecine curative. T'as mal à la tête, on va te filer un médicament, mais on va pas chercher à Ouais, comprendre en fait, pourquoi. c'est point A, point B, en mode c'est juste, ça va dans un sens comme ça, Ouais. mais il n'y a pas de boucle ou de cycle, en fait, qui fait qu'à un moment donné, où soit ça évolue, en fait, c'est que dans, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais ça va dans une seule direction, en fait, il n'y a pas il y a pas derrière de remise en question ou de process d'évolution. Parce que le système est en train d'arriver à ça, mais pas encore assez vite. Ouais. Donc il y a vraiment, tu vois, la médecine fonctionnelle qui va s'intéresser au fondement de tes problèmes, à la cause. Ok. Et nous, on est plutôt dans une médecine curative en France où t'as mal, On va on te te soigner. donne un médicament. Et on va te juste, soigner. ouais, on regarde juste, en fait en France, on regarde juste si la bagnole elle roule. Parce que tant que t'es pas malade, on s'en fiche. Par contre, dès que t'es malade, ok, on va juste réparer de manière un petit peu isoler ta bagnole pour qu'elle continue de rouler. Nous, ce sur quoi on s'intéresse, c'est ta bagnole, on veut qu'elle soit performante. C'est-à-dire, si tu veux envoyer dans les tours, on va faire en sorte que tu sois capable de le faire. Donc, il faut te réentraîner et comprendre en fait qu'est-ce qui déconne dans ton système pour pouvoir l'améliorer, le potentialiser et puis surtout, en quelque sorte, programmer un petit peu la mécanique pour qu'elle devienne résiliente et résistante. Ça me fait penser, j'avais fait un podcast au tout début, que j'avais fait ma série de podcasts avec un étudiant en médecine qui était en internat, je crois qu'il était en 7e ou 8e année de médecine, donc il fait quasiment fini. Il me disait qu'en France, il m'avait donné la stat, je l'ai plus, mais on était, je crois, en Europe, le 2e ou 1er pays consommateur de médicaments, justement. oui, oui. Mhm. Et ça m'avait... Ouais, parce qu'il me racontait des anecdotes, justement, de personnes qui voulaient absolument le Doliprane et qui, finalement, la pharmacie était fermée. Du coup, à 3h du mat, allaient aux urgences pour essayer de se faire livrer leur boîte de médoc ou leur truc. Et c'est le système de santé qui fonctionne comme ça aussi, tu vois. C'est la gratuité des soins fait qu'il y a un excès de consommation aussi Ouais. par les gens. Et le tout gratuit entraîne des problèmes aussi, parce que ça ne crée pas la valeur de la santé. Je comprends que c'est un super système. Vraiment, il aide énormément de monde. Il soigne des gens. Alors, ouais, il est la base superbe. de comment il a été pensé pour Oui. être conçu. C'était très noble. C'était, La ouais, cause noble la était cause vraiment est, géniale. la cause est, ouais. Mais ça a été perverti, et ça a amené en fait que, Ouais, c'est vrai. du coup, comme c'est gratuit, pourquoi je m'en soucierais en fait? C'est normal, en fait. Ouais, ouais. c'est normal. Mhm. Ça m'est dû. Pourquoi je devrais faire attention à ma santé? Puisque en problème fait, si de- j'ai un problème, on va me donner un médicament pour ne plus avoir mal. Et en fait, dans, non. dans beaucoup de domaines, en fait, tout ce qui est dû à un moment donné, quand c'est remis en question, c'est là où les gens pètent des câbles, en fait, littéralement, ou d'un côté comme de l'autre, à se dire, mais pourquoi du coup maintenant on change ça alors que ça fait 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans que ça existe, quoi. Mais à la base, c'est un système qui est superbe. Je sais pas si vous aviez vu, ouais, à la base c'est ça, mais je sais plus, c'était il y a pas si longtemps que ça, je sais plus, c'était en pharmacie, je crois, sur certains médicaments, les patients devaient payer, je crois, une part plus importante de ce qui leur était remboursé ou un truc comme ça. Ils avaient fait des articles dans la presse, mais c'est il y a 1 ou 2 ans ou même un peu plus, je crois. Et les gens, ils avaient pété des câbles, genre, je me rappelle, à la télé, ils avaient fait un scandale alors que c'était, je crois, 2-3 euros de plus, quoi. Mhm. Et les gens avaient pété un câble en mode ah mais c'est inadmissible, la carte vitale, la sécu, le truc et tout, comment c'est possible alors que le trou de la sécu il est réel, quoi, enfin je veux dire. Ouais. Et Comme quand ils avaient arrêté de rembourser l'homéopathie aussi, c'était un peu le même délire. Ouais. Alors que c'est un truc qui est pas prouvé scientifiquement rien du Oui, tout, oui. mais on remboursait ça, quoi. Ouais. Donc c'était scandaleux. Est-ce que, donc là on a fait le sujet, du coup on a vu le 2e et le 4e.
Moi, j'ai l'impression qu'on fait ça depuis tout à l'heure. Ouais, un petit peu, ouais, on y revient, mais Mais Dico, il y a un fil rouge. ouais, Tu vois, ça, c'est intéressant. tu vas voir que tout se lie au bout d'un moment. Tout est lié. Tout est lié. Et- On est dans la matrice. Je voulais choisir du coup entre 1, 2, 5, 1, 2, 3, 5, À 6. toi, Bill. Enfin, non, 1, 3, 5, 6. Vas-y, le 5. Bah, du coup, on va en parler un peu plus. L'impact des réseaux sociaux et du digital dans votre développement. Et j'aimerais bien que vous racontiez un peu, vous, vraiment, avec votre aventure, en fait, sur les réseaux sociaux. Vous avez une page, on l'affichera d'ailleurs au montage, Physio Restart. Nous expliquer un peu l'impact que ça a eu, justement, sur votre développement et prendre votre exemple, justement, en guise de... par rapport aux propos que vous allez donner. Je commencerai, puis tu rajouteras si tu veux. Du coup, la page Physio Restart, à la base, je l'avais créée en 2000, je pense 2019, un truc comme ça. C'était pour, au début, je l'avais appelé PSE, Performance from Start to End, un truc comme ça. Et c'était pour partager des idées d'exercice, des cas cliniques, du raisonnement que j'avais moi avec mes patients pour d'autres kinés. Et quand après, avec Mathias, on s'est associés, on s'est dit, bon, ça serait cool de relancer cette page-là parce que je l'alimentais pas plus que ça. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on essaie de faire un truc un peu plus régulier, de mettre du contenu. Notre truc, c'était les crossfitters, donc d'essayer de parler aux crossfitters. Voilà, on s'y est mis. On a dit, qu'est-ce que le crossfitter a besoin de savoir, qu'est-ce qu'il aimerait savoir. On est parti de ce postulat-là. Et donc, on a commencé à parler de l'entraînement de manière générale, de la récupération, du repos, de techniques justement. Toi, on disait, t'as mal à l'épaule, fais cet exercice-là. Alors, c'est très généraliste, hein. C'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de kinés qui n'aiment pas les kinés qui sont sur le réseau parce que ça n'existe pas l'exercice médicament. Non. Mais le message derrière ça reste toujours bouger. Et voilà. Et si tu as mal à l'épaule, fais du squat, tu vois. Enfin, dans tous les cas, ou fais du vélo. Tu vois, le fait de faire du vélo, d'aller bouger, de pomper un peu au niveau du cœur, ça va stimuler les échanges, ça va aider à la guérison dans tous les cas. C'est des choses qui sont plutôt bénéfiques. Donc c'était ça notre message. Et puis on s'y est pas mal collé sur les réseaux, essayer d'être très régulier. Et ça nous a permis de prendre de plus en plus de monde, de progresser là-dessus. Et je pense qu'on a notre humour aussi et nos petites bouilles ont permis de créer une communauté. Voilà sur ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, du coup, sur le fait de se digitaliser, en fait, je pense que c'est très important parce que je reviens un peu sur la métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure. Les kinés, on sait faire des bons hamburgers, mais on ne sait pas les vendre. J'ai quand même cette intention, cette envie que justement la kiné qui fonctionne, où justement on cherche un peu à se casser le cul pour les patients, et que c'est vraiment un échange, une collaboration, ça soit un peu plus mis en avant que par exemple des solutions miracles où je reviens sur ce truc là que c'est celui qui me vient en tête, un t-shirt Perco qui va te coûter 180 balles et qui va soulager toutes tes douleurs dorsales et lombaires. Et ça c'est du bullshit. Et en fait je préfère qu'il y ait un peu plus de ça, même tu vois, si on, comme disait Mathieu, on donne quelques exercices mais qui vont pas solutionner vraiment le problème, mais si ça peut amener quelqu'un à prendre conscience en fait qu'il faut plutôt bouger plutôt que de ne rien faire, et d'amener des solutions éducatives, simples, accessibles rapidement par des petites capsules qui vont emmener ensuite à du contenu un peu plus important, par exemple ce qu'on est en train de faire là. Ouais. Pour moi c'est le début de quelque chose qui est intéressant à faire, et on a plutôt intérêt à le faire pour que justement, comme dans la tête de beaucoup de Français, les kinés c'est « je me fais masser ». Ouais. Non, en fait, les kinés c'est on va faire en sorte que tu viennes plus chez nous. Donc ça c'est ce qui devrait être un petit peu plus mis en avant. Donc la digitalisation, hyper important. Hyper important. Et c'est un devoir. On regarde les autres pays, vraiment ils apprennent à se vendre. En fait c'est pas sale de se vendre, parce que quand la cause est noble, on vend quoi nous ? On vend que tu viens chez nous, tu prends plus de médicaments, mec. C'est hyper noble. Ouais. Donc du coup c'est pas sale, il y a quelque chose d'intéressant à faire derrière ça en tout cas. Et puis on améliore ton bien-être, comme ce que vous disiez tout à l'heure, global en fait finalement, physique, et parce que tout est lié une fois de plus. Oui, non mais c'est et puis c'est vrai, mais je pense qu'on pourra en revenir et en parler après de ce que c'est l'écosystème de la santé pour être performant, mais je pense qu'on va le développer un petit peu après parce que c'est assez intéressant, et une fois de plus carrément tout va se lier. La matrice, ouais.
Non, je voulais quand même dire que oui, effectivement, je pense que le digital, ça permet vraiment, encore une fois, de montrer les compétences de chacun. Bon, là, on va parler de kiné un peu plus, mais des kinés, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on sait faire. Quand certains ont des spécialisations, encore une fois, et qu'ils ont des compétences dedans, ils veulent aider des gens avec cette problématique, et ben de pouvoir montrer aux gens qui ont cette problématique, coucou, je suis là, et je connais votre problème, je peux vous aider. Ça, au final, comme dit Mathias, c'est plutôt noble. Et le premier à s'être digitalisé énormément, enfin en tout cas à être connu sur les réseaux, ça c'est Major Mouvement. Oui. Ouais. Qui, je pense, a été beaucoup critiqué par des confrères parce que voilà, il montrait des exercices, des fois il se trompait sur des termes et tout ça, mais je pense que le message important derrière tout ça, c'est que Major Mouvement, il parle pas à des kinés. Il parle à des patients, à des personnes qui ont des douleurs et qui veulent savoir aussi des bons tips, veulent savoir c'est quoi un bon kiné, veulent savoir ok, je sens que j'ai besoin de m'étirer, qu'est-ce que je peux faire. C'est des petits tips. Et au final, lui, son message, c'est bougez, écoutez-vous, faites-vous du bien. Voilà. Et maintenant, il aborde beaucoup plus encore maintenant la santé mentale même que la santé physique. Et je pense que ça, c'est très noble ce qui est fait là-dedans. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, moi c'est un peu l'impression que j'en ai sur toutes les personnes qui sont assez connues, notamment Major Mouvement, c'est vrai que c'est un exemple parfait, de mecs comme ça ou de personnes qui sont dans le domaine du médical, paramédical, ou tout ce qui va toucher à la santé, j'ai l'impression que dès qu'ils font un peu soit de business ou soit de la création de contenu, j'ai l'impression qu'ils ont une image de personnes, des fois limite, qui sont pas... qui sont moins compétents dans leur domaine et qui sont là pour te vendre quelque chose derrière. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils se font critiquer, mais d'une force et d'une puissance que je trouve assez impressionnante par leurs confrères, justement. Et dès que ça touche un peu à toutes ces choses-là, la santé, etc., alors qu'en fait, vous êtes là pour, comme ce que tu disais, Mathias, une cause noble quand même, qui est de soigner les gens, leur donner des tips, etc. Et vous, vous le ressentez déjà, ça? Vous l'avez déjà vécu, plus ou moins ou... Mec, c'est la France. C'est les rageux, ouais. Et vous leur dites quoi, rageux? Je pense moi, qu'il faut les ignorer. Rien. Ouais. Parce que vous en avez, enfin je veux dire, c'est quelque chose que vous avez plus ou moins vécu justement, parce que c'est un truc de fou quand même, surtout sur ces professions-là dans la santé, je trouve que c'est quand même plus fort. Pour moi, certaines fois que... c'est... Quand quelque chose te fait peur, c'est plus facile de le critiquer plutôt que d'aller dans le sens où dépasser cette peur. Les gens, ils vont plutôt rester dans leur aquarium, leur confort, dans leurs idées. Dans leur cabinet. Exactement. Avec cette passion. Moi, je critique absolument pas telle ou telle pratique. T'as tes raisons de le faire, ok. Ouais, voilà, en fait. Tant que toi, je te chie pas dans la gorge, en fait, parce qu'en fait, tu fais telle ou telle chose. Et continue de faire ce que tu fais. Si ça te rend heureux, pas de problème. Mais voilà, moi, je pense que Greg aussi, et tout. Enfin, pour ça, c'est là pour les patients, là pour que les gens ils soient bien, heureux, qu'ils puissent faire leur sport, qu'ils puissent continuer de bouger le plus longtemps possible. Moi, à partir de ça... La cause noble, elle est bien plus forte qu'un petit commentaire ou quelque chose de dégradant sur Instagram ou un mec qui va rager un petit peu par rapport à ça. Et puis, je pense que la plupart du temps, les gens sont quand même plutôt bienveillants dans la majorité des cas. Nous, en tout cas, à notre échelle, on croise beaucoup plus de gens qui nous disent « les gars, trop bien, merci pour le contenu, c'est top ce que vous faites » que de mecs qui vont venir... comment tu dis, te chier dans la gorge. Chier dans la gorge, ça a été pas mal celle-là. Un peu. Et justement, j'aimerais rebondir sur ça, que je prends l'exemple de Training Therapy. Franchement, donc ils ont commercialisé la chose. Ils aident aussi les kinés à se digitaliser. Mais par contre, quand tu vois la qualité des vidéos qu'ils te posent sur YouTube, sur la lombalgie, tu vois, sur les genoux et trucs, c'est des contenus qui ont pris plus de 200 heures de création. C'est complètement gratuit. Donc au final, à quoi ça sert de se commercialiser ? C'est de pouvoir redonner du gratuit et de l'information d'une très grande qualité parce que tu as le temps de pouvoir la promouvoir avec justement toute cette digitalisation et tout ce système en fait qui va permettre une fois de plus aux patients d'avoir de l'information gratuite de grande qualité. Et mine de rien, ça peut paraître réfractaire de se dire putain on fait de l'argent machin et tout. Mais non, on fait de l'argent pourquoi en fait ? C'est pour justement redonner aux gens qui nous ont aidés à pouvoir augmenter la qualité et puis avoir plus de temps pour donner aux autres. Et c'est vraiment un échange en fait. Aujourd'hui, on va dans le mauvais sens, c'est-à-dire que les kinés, ils vont bosser 50 heures semaine, ils vont être claqués, ils n'ont pas le temps d'investir en eux pour pouvoir le redonner en patient. Alors qu'un kiné qui est en bonne santé physique et mentale, mais moi c'est régalade en fait, j'ai beaucoup plus de plaisir à aider, écouter quelqu'un parce que je suis en forme.
mais c'était pas le cas avant. Donc voilà, je reviens un peu sur ça, la digitalisation, et pourquoi du comment. Et vous en êtes où justement? C'est quoi un peu les prochaines étapes, un peu les next steps vis-à-vis de ça justement dans votre activité? Vous parliez là justement le nouveau cabinet que vous allez avoir tous les deux. Tout ça justement, ça vient prendre quelle place la digitalisation? C'est quoi les prochaines étapes un peu de ce que vous ambitionnez de faire? Le million. Non, c'est... Ça va être découpé, genre à chaque fois là, j'ai les petits ciseaux là en reels là comme Mais ça. non, là, faut laisser. sortir du contexte et tout, là vous allez vous faire fumer. Non, la prochaine étape, donc c'est le cabinet. Déjà, parce que là ça faisait, moi, c'est depuis que je travaille, donc 7 ans que j'étais dans le même cabinet. Mathias, il est arrivé il y a 3 ans, je crois. 3-4 ans. Ou 4 quand même, 4. ouais. Et du coup, on était vraiment encore dans notre aquarium et un peu envie de grandir, mais En train de taper la paroi. Ouais, en train de taper la paroi dans tous les sens. Et on avait envie de grandir, mais un peu bloqué. Donc là, le fait de pouvoir avoir notre structure, pour nous, on voit ça comme un tremplin. Et voilà, pouvoir se développer au niveau digital, mais aussi au niveau kiné, travailler avec des collaborateurs qui ont la même vision que nous. Et ça, c'est des gros steps qu'on a envie de passer. Développer aussi beaucoup plus notre pôle formation. Donc, c'est des choses qu'on a commencé à faire l'année dernière et qu'on va continuer. Rentrer en collaboration avec d'autres organismes de formation, rentrer en collaboration avec d'autres kinés, d'autres structures. C'est de créer vraiment une société Physio-Restart où après, en fonction des idées, des envies, on va pouvoir tirer tout ça vers le haut, là où on était bloqué actuellement. Donc c'est ça un peu les prochains steps. Et le digital va bien sûr en fait nous aider à c'est un mot qu'on n'aime peut-être pas trop dans le médical, mais à faire du marketing autour de ça pour promouvoir nos projets, nos idées et comment on a envie de voir avancer aussi bien la kiné, mais aussi comment on a envie d'avancer personnellement et comment dans nos projets perso et pro, quoi. Je voulais rebondir sur... Vous avez tout dit, cher monsieur. Bravo. Oui, la caméra. Oui, c'était là-bas. Il y a un dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec vous, qui finalement est, je trouve, pas mal, qui résume un peu tout ça. C'est une citation. « La santé, c'est comme l'argent. On en a une vraie idée que lorsqu'on en manque. » Josh Billings, je ne sais pas si vous connaissez. On l'embrasse. Qu'est-ce que ça vous évoque, justement? Je pense que une fois de plus... On revient un petit peu sur ce qu'on disait, c'est... La matrice. La matrice. Non, mais on s'en rend pas compte, comme on dit, comme c'est gratuit. Et jusqu'au jour où on a des problèmes et qu'il faut commencer à trouver quelqu'un qui va pouvoir aider nos problématiques. Et on en revient sur tout notre discours, au final, depuis qu'on parle depuis le début du podcast. Ouais, c'est... L'argent, mine de rien, ça va permettre des possibilités qui sont beaucoup plus grandes. Je sais pas, j'ai bugué là. Je peux te la refaire, mais la citation c'est « La santé, c'est comme l'argent, on en a une vraie idée que lorsqu'on en manque. » Je vois un peu l'idée de la punchline, c'est quand même se dire que... Non, en fait, je bug aussi. Non, mais... Erreur 404 là. On peut la faire à deux. Je trouve nous, on est rentré dans une autre dynamique. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens soient malades pour faire quelque chose. On est vraiment dans un système de prévention. J'investis pour pouvoir être en forme et en pleine santé beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il faut pour que un corps soit performant. Et justement, ce qui est drôle, c'est que tout ce qu'on ne fait pas, c'est ce qui ne le rend pas performant et nous rend malade. Et en fait, pour aller dans l'autre sens, c'est tout l'inverse. C'est ça qui est intéressant. Donc, mine de rien, de pouvoir investir dans sa santé, c'est un coût, mais c'est nécessaire, indispensable, j'ai l'impression. Et il faut qu'on véhicule plus d'informations à ce sujet qui nous permettent en fait de nous rendre compte que on doit et vraiment se préoccuper d'être avant-gardiste et de prévenir tout ça. Et je pense que nous, on a un rôle majeur quand même, les kinés, pour justement éduquer les gens à ce que c'est possible de faire plein de choses pour que vous ayez pas mal, le plus longtemps possible, et que vous puissiez soulever votre petit-fils à 70-75 ans sans que ça vous pose problème, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu notre philosophie. Quand on dit rendre les gens performants, c'est déjà faire avant qu'ils soient athlètes de haut niveau, c'est se dire, ok, comment on peut faire en sorte que
tu vieillisses Bien, bien faciliter le ton mieux quotidien possible. Ouais. finalement. Comment faire en sorte qu'au niveau cardio-pulmonaire, qu'au niveau mobilité, voilà, que ça puisse aller et que tu sois pas, parce que tu as fait de la force athlétique ou de l'haltérophilie pendant 30 ans, que tu te retrouves vieux bout de bois à 50 ans, que tu puisses plus bouger et que tes 20 dernières années soient un calvaire. C'est un peu comme ça qu'on raisonne et qu'on essaye de prévenir les choses. Et certes, les gens viennent nous voir souvent pour une problématique, et puis c'est à nous aussi, lors de notre bilan ou à la fin, quand on a fini la prise en charge, de dire, OK, par contre, il y a aussi ça, 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 sans forcément créer de peur chez les gens, mais leur faire prendre conscience et leur dire c'est maintenant que ça se joue. C'est que c'est pas à 50 ans, quand tu commenceras à avoir je sais pas, ta première prothèse, ton premier cancer ou tout comme ça, qu'il faudra se dire ah bah si j'avais su. Tu vois, c'est maintenant que tu peux te dire bon bah est-ce que ma consommation d'alcool, est-ce que mon tabac, est-ce que tout ça, nous c'est des choses qu'on pose comme question. On leur demande bon bah ton niveau d'alimentation, ton niveau de stress, comment tu l'évalues? Et ou juste des fois de dire est-ce que tu dors bien, mais pas forcément que lié à la douleur. Est-ce que tu dors bien en temps, en quantité? Non, c'est vrai, je me sens stressé, ok, j'ai du mal à m'endormir, je fais des insomnies. Puis on n'est pas psychothérapeute, on n'est pas spécialisé dans le sommeil, mais on a une écoute et des fois on peut leur dire ça, il y a des choses qui ont fonctionné pour d'autres, est-ce que tu as déjà pensé à ça? C'est juste des fois de planter des graines. D'éveiller petit à petit la conscience en fait, de la personne. Et même des fois, moi j'ai déjà eu des échecs de traitement où j'ai voulu planter des graines et au final la patiente, c'était pas ses attentes, c'était pas ses objectifs. Ce qu'elle voulait, c'était peut-être se faire plus masser ou qu'on la touche un peu plus. Et moi, j'avais peut-être pas saisi ça, ou en tout cas j'ai préféré avoir une autre approche. La patiente n'a pas apprécié, mais je me dis à la limite, c'est pas grave, j'ai planté des graines, ou peut-être que elle se rendra compte plus tard, mais on ne peut pas forcer les gens au changement s'ils ne sont pas prêts. Ça aussi, c'est une grosse problématique qu'on a, pas seulement en France, mais partout dans le monde, et pour plein d'autres sujets que la santé. Je vais revenir sur ta citation, du coup. Parce que j'y ai réfléchi pendant que tu disais, du coup... Tu m'écoutes pas, du coup? Si, je t'écoute, mais je connais ton discours. Et en fait... moi j'ai envie de prendre un truc où il faut pas attendre de manquer d'argent pour se dire qu'il faut faire quelque chose. Et du coup en fait on peut tout faire avant et vraiment investir massivement dans notre santé pour peut-être ne jamais manquer, et c'est des comportements qui nécessitent pas forcément énormément d'énergie. Et je pense que c'est un petit peu la thématique de notre vision, c'est que on peut vraiment être avant-gardiste sur les choses. J'ai bientôt 34 ans, je me sens 100 fois plus en forme qu'à 20 ans, et en fait j'ai trouvé beaucoup de leviers pour justement augmenter mes niveaux de forme et de santé qui me mènent du coup à la performance. Et le problème en France, je pense, c'est qu'on va être performant sans avoir conscience de tout ce qu'il faut faire pour avoir déjà une bonne santé. Très clair. Ouais, c'est même principe que l'effet, un peu l'effet cumulé finalement, plein de petits leviers, plein de petites choses mises bout à bout qui peuvent paraître. Et c'est pour ça que peut-être que les patients justement, s'ils se disent tiens, il m'a pas massé lors de cette séance, etc. Mais par contre, peut-être que tu leur as dit autre chose ou que tu auras peut-être eu une autre pratique, vous aurez une autre pratique. Et en fait, cumuler au fil des séances et dans le quotidien de la personne va faire qu'en finalité, comme vous disiez, en 4 mois, ça se trouve, le problème sera résolu, quoi. J'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025 ? Enfin, l'avant-dernière, du coup. De continuer de démontrer qu'il y a plein de bonnes manières de prendre soin de sa santé, de prendre conscience de tous les leviers en fait, qui existent pour pouvoir en prendre soin. Quelque chose qu'on oublie souvent, je pense, c'est vraiment les bases, sommeil, alimentation, gestion de la charge d'entraînement, le stress. Et si on pouvait éduquer peut-être beaucoup plus les gens sur cet aspect-là, tout notre écosystème corporel et la performance qu'on pourra avoir par rapport à ça, je pense que ça serait déjà beaucoup mieux. Donc nous souhaiter que ce genre d'information soit plus présent un petit peu sur les réseaux, dans la tête des gens, et que on est plutôt le no pain no gain, c'est fini, et que maintenant on peut utiliser nos cerveaux pour créer vraiment quelque chose de sexy aux gens pour qu'ils deviennent en pleine santé et performants à leur niveau. Ok. Je dirais aussi, par rapport à nos projets, que ça puisse être mené à son terme, le projet cabinet. Ça serait quelque chose qu'on pourrait nous souhaiter. Et puis effectivement, on a quand même pour vocation
d'influencer les gens. C'est un mot qui est moche maintenant, aujourd'hui, parce que Avec une quand grosse connotation. on dit influenceur, c'est tout de suite, on imagine les Marseillais ou à Dubaï, tu vois. Mais nous, TNT, quoi. Les kinés à Dubaï. mais on a quand même cette volonté d'influencer les gens, mais pas parce qu'on pense avoir la vérité absolue, mais parce qu'on on croit qu'on peut être en bonne santé à n'importe quel âge de la vie. Et quand je dis santé, encore une fois, c'est physique, mental, social aussi. On est persuadé que ça, c'est possible à n'importe quel âge, et on a envie de le prôner, de le crier sur tous les toits. Et on le fait à notre sauce, avec notre part d'humour, notre part de personnalité. Ça plaît pas toujours à tout le monde, mais en tout cas, c'est ça qu'on a envie de continuer de faire, et peut-être le faire à plus grande échelle, ou en tout cas à réussir à toucher plus de monde, parce qu'on croit avoir un message qui est noble, et on a envie de le faire entendre. Ouais, puis si je peux rebondir, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont réversibles. Ok. Tout n'est pas gravé dans le marbre. Pour avoir vu quand même des tonnes de patients avec des cas très compliqués, justement, si on fait l'effet cumulé dans l'autre sens, ça paye. Ouais. Donc, toutes les situations, on va dire, de problématiques douloureuses. Rien n'est permanent, en fait. Ah non, vraiment. Et ça, c'est ce que m'a appris l'expérience de vraiment cette dernière dizaine d'années de pratique. Et aujourd'hui, je pense à arriver à un niveau de kiné qui me surprend chaque jour. C'est hyper intéressant. Très, très bon mot de la fin. Et ultime question, quel membre de votre réseau me recommanderiez-vous pour faire un épisode de podcast, ou quelqu'un que vous aimeriez bien entendre et voir sur un épisode? Moi, je te dirais bien comme ça, l'équipe de Petit Jab, leur bande. Alors, ils sont plusieurs, ils sont 5 ou 6, donc je ne sais pas au niveau des studios, mais je pense que c'est des gens comme nous qui ont un message qui est noble, c'est des belles personnes, et qui ont aussi, qui veulent promouvoir la santé, les bonnes pratiques en tant que kiné. Et voilà, je pense que c'est des personnes avec des belles valeurs, donc ça pourrait être intéressant. Et je sais pas si tu pensais à quelqu'un d'autre. Justement, je pensais à Antoine, du coup, moi, sur l'aspect prépa physique. Qui fait partie de cette équipe. D'accord. Lui, il est à fond data et tout, et je trouve ça très intéressant. Donc, c'est la prise de marqueurs digitaux donc qui permettent d'être très précis sur, par exemple, je vais avoir une action. En fait, j'ai des données très précises qui vont me permettre de mesurer le résultat de l'action que j'ai eue en fait, pendant le dernier mois. Donc, très intéressant en fait pour ton patient, pour objectiver en fait, un état d'avancement sur un plan de traitement que tu peux avoir avec lui. Donc, c'est assez intéressant. Impeccable. Avec grand plaisir, au contraire, ça pourrait être très intéressant. D'ailleurs, vos réseaux sociaux, enfin votre page Instagram ainsi que tous les réseaux sociaux, et l'épisode sera disponible bien évidemment sur toutes les plateformes de streaming audio, sur YouTube également. Mettez votre petit pouce bleu, c'est de référencement et c'est cool aussi. Votre page Instagram, je la mettrai en lien en description. Est-ce que vous avez un autre lien ou quelque chose où vous voulez renvoyer les gens Non, c'est vrai qu'on utilise beaucoup Instagram pour communiquer, pour l'instant. Ok, et n'hésitez pas à aller vous abonner à la page Physio Restart. C'était Valentin, Mathias et Mathieu pour le 28e épisode du podcast Mindflow. Merci les gars, c'était super cool. Et puis à très bientôt. Merci à toi. Merci à toi. Salut Valentin.